Lorsque j'ai appris qu'un des 2 violeurs m'avait transmis le VIH, alors là j'ai voulu me suicider. Moi j'ai rencontré l'amour bien sûr, avant, pendant et après. Mais on fait des choix qui sont un peu différents de ce que j'aurais aimé faire. Est-ce que j'aurais voulu me marier et avoir un conjoint avec moi? Je ne sais pas. Au départ, quand on apprend qu'on est séropositif, on a une espèce de barrière qui se crée. C'est-à-dire, je ne peux plus. Après, quand on le comprend, on sait comment cette maladie peut évoluer. Je trouve, au départ, on était très... on avait peur. Donc on savait qu'on avait quelques mois à vivre. Donc on s'est dit, il faut le vivre intensément. Je suis Marie Préau, je suis professeure de psychologie sociale de la santé au sein du laboratoire GREPS, qui est le groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lyon 2. Je me souviens d'une personne qui avait expliqué qu'on lui avait appris sa séropositivité alors qu'elle était sur son lieu de travail, par téléphone. Et que finalement, cette personne avait été tellement submergée qu'elle avait dû expliquer autour d'elle, mais elle avait parlé d'une autre maladie, parce qu'elle avait très bien compris qu'il ne fallait pas parler de séropositivité. C'est vrai que notre métier a changé. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial. Moi, je ne m'ennuie jamais dans mes consultations. Je vais travailler en me disant c'est super, j'adore ce que je fais. On ne peut pas annoncer une séropositivité comme on annonce un diabète ou une hypertension. Surtout qu'en général, quand la personne vient chercher son test, elle est déjà un peu angoissée parce qu'elle sait qu'elle a pris des risques et si elle vient faire un test, c'est justement parce qu'elle a un doute par rapport à une éventuelle contamination. On va libérer du temps, essayer d'avoir du temps avec la personne, lui annoncer bien sûr sa séropositivité, mais lui expliquer ensuite toute la prise en charge, les traitements, le fait qu'aujourd'hui, avec une séropositivité VIH, on peut vivre. Si c'est des gens qui sont arrivés depuis pas très longtemps, ils savent pas forcément comment c'est traité ici. Par contre, ils savent bien comment c'est traité dans leur pays et que c'est assez mal pris en charge. Je m'appelle Nathalie, j'ai 64 ans, donc j'ai le VIH depuis 22 ans. Alors à l'époque, je vivais en Afrique. J'ai vécu pendant 2 ans. J'ai rencontré mon mari là-bas, qui a été mon compagnon pendant très longtemps. Et de retour en France, je me suis rendu compte qu'en fait, il voulait se marier avec moi uniquement pour avoir les papiers français. Donc j'étais enceinte de lui, j'ai voulu avorter et c'est à ce moment-là que j'ai appris ma séropositivité. Ça a été vraiment un double choc. En ce qui concerne l'annonce à l'entourage, à la famille, l'acceptation de cette pathologie, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Concrètement, ça vous renvoie forcément à la sexualité. Donc la sexualité, de manière générale, est plutôt taboue dans notre société. Donc forcément, le VIH reste tabou aussi. Quand je l'ai annoncé à mon frère aîné, qui devait le garder pour lui, il a été le raconter à mon jeune frère, qui lui-même a été mis dans le fait accompli. Ma mère, à l'époque, l'a forcé à dire ce qu'il ne devait pas dire. Dire à quelqu'un que ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai toujours été honnête avec ça, parce que je pense qu'on ne peut pas être malhonnête avec quelque chose qui est aussi grave. Parce que être survie, c'est pas n'importe quoi. Il y a une période où je disais aux gens, dites-le. Et il y a une autre période où je dis surtout, ne le dites pas. Tant que vous n'êtes pas sûr, comment ça peut être reçu. Parce que quand vous vous dites une telle chose à un employeur, à un ami, à une amie, vous pouvez perdre tout ça. Et est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez la volonté, la force de pouvoir l'accepter? Parce que c'est ça le véritable enjeu. Il y a eu des garçons qui sont morts à l'hôpital où les familles n'ont même pas voulu récupérer les corps. Ils ont été mis à la fosse commune.
vous pouvez comprendre que même un ami, une amie, un employeur peut vous rejeter. Moi, je l'ai vu. C'est souvent le moment, la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. Personne n'est au courant chez moi, personne n'a jamais su dans les différents emplois que j'ai exercés, parce que une chose qui était très importante pour moi, c'était de ne pas couper le lien social et de pouvoir continuer à travailler. Lui et moi, on était tous les deux et j'aurais pas dû. J'aurais dû en parler, effectivement. Ça aurait expliqué beaucoup de choses, ça aurait changé au niveau de ma façon d'être et de la relation avec les autres. Il faut beaucoup de courage quand on apprend sa séropositivité. Il faut beaucoup de courage pour construire sa vie ensuite. Parce qu'il y a un tel regard qui est un regard extrêmement dur sur les personnes séropositives aujourd'hui. Ça reste tabou. Pour les femmes, si ce sont des femmes migrantes d'origine subsaharienne, dans leur pays, c'est complètement tabou. Si vous avez le sida, plus personne ne va manger avec vous, plus personne ne vous serre la main. Vous êtes exclu de la vie sociale. On ne laissera pas d'enfants, on vous confiera aucun enfant à garder. C'est-à-dire que vous êtes complètement pestiféré. La femme européenne qui se contamine, elle n'a pas d'association. Elle va garder ça pour elle. Elle va dire, je ne veux même pas en parler à mes amis parce que si j'en parle à mes amis, elles vont me stigmatiser. Donc, et c'est pour ça qu'il y a très peu de femmes qui ont fait leur coming out. Elles ont trop peur du regard de la société sur elles et de la condamnation tacite que ça va impliquer. La question de l'information aux partenaires avec les quelques cas de pénalisation autour de la contamination au VIH est très compliquée. En France, nous n'avons pas trop de cas avec des jurisprudences qui seraient difficiles à traiter, mais une relation sexuelle se fait à deux. Donc ce n'est pas forcément uniquement la responsabilité de la personne séropositive que de dire ou de ne pas dire. S'il y a soit usage du préservatif, soit que la personne a un traitement et que son traitement fonctionne efficacement, il n'y a pas forcément nécessité de le dire. En tout cas, on ne peut pas se permettre de porter un jugement de l'extérieur sur une personne séropositive qui ne l'aurait pas dit. Ces femmes séropositives, elles ont mis une croix sur leur sexualité. Et quand on regarde les études et quand on interroge les femmes et on leur dit « ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu un chéri dans votre vie ?» C'est impressionnant. Il y a 2/3 des femmes qui ont plus d'activité sexuelle, plus de chéri depuis des années et des années. Le VIH a eu un rôle primordial sur ma sexualité, dans le sens où j'ai coupé court. C'est-à-dire que je ne voulais plus de relations sexuelles. Au tout début encore, parce que bon, de toute façon, on était un peu un groupe, on était tous dans le même cas, on prenait encore sous le bras, bon, pourquoi pas, et puis petit à petit, donc je suis revenue un peu à la vie avec les autres, des gens qui ne sont... Bon, j'ai jamais voulu courir le risque, j'avais une peur bleue de la transmission par la sexualité. C'est maintenant la majorité des patientes qui ont ce qu'on appelle une charge virale indétectable, donc avec pas de virus retrouvé facilement dans leurs analyses sanguines. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de complications liées au VIH. Après, c'est l'impact plus psychologique d'un certain nombre de patientes sont pas toujours très à l'aise en ayant l'impression d'être un peu des pestiférés et de ne pas être à l'aise au moment de leur rapport sexuel avec un partenaire, notamment non porteur du VIH. Mais c'est tout un travail qu'il faut avoir pour dire que finalement les choses elles peuvent se passer tout à fait normalement. J'ai toujours vécu ma sexualité de façon ouverte et déclarée. J'ai dit à mes partenaires, j'étais séropositif. S'ils voulaient avoir un rapport sexuel, on l'avait. S'ils ne voulaient pas, on ne l'avait pas. Mais je me suis jamais senti frustré. Au contraire, je préférais dire la vérité. Pour moi, dire la vérité, je me sentais heureux, fier et surtout libre de ma propre sexualité. Par contre, si la personne qui était séropositive sciemment avait un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un qui ne l'était pas, pour moi, je trouve que cet acte était criminel. Et là, c'est plus de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Une fois, il y a un jeune homme qui avait une vingtaine d'années qui voulait absolument baiser sans capote. Et je l'avais eu, on en avait parlé, j'ai dit, écoute, viens à la maison, pas de problème. Mais avant, j'ai préparé quelque chose, pas très honnête de ma part, je le reconnais, mais j'ai fait 3 piles de médicaments. Alors c'est vrai que j'en avais exagéré parce que j'avais mis des pilules pour des vitamines, j'avais fait 2 gros tas, mais vraiment,
Il y avait une trentaine de pilules par tas. Et avant qu'on commence, je lui dis, écoute, il faut que je montre quelque chose quand même. Tant que tu veux baiser sans capote, tu as le droit. Mais regarde ce qui risque d'arriver. Ça, c'est le matin, ça, c'est le midi, et ça, c'est le soir. Mais il dit tout ça. Mais je dis, oui, tout ça. Elle me dit, ah bon, ben, on va peut-être prendre un préservatif alors. On n'a pas baisé. Mais par contre, on a beaucoup discuté. On s'est rendu compte que pour un couple sérodiscordant, si la charge virale était indétectable, par exemple notamment chez madame, en tout cas, le risque qu'elle contamine son partenaire au moment des rapports sexuels, il est extrêmement faible. Et à l'heure actuelle, on ne recommande plus nécessairement l'usage du préservatif pour un couple qui a un désir de grossesse. Le père biologique de l'enfant, il ne peut pas transmettre in utero le virus au fœtus. Ensuite, si on parle du risque qu'on appelle de transmission mère-enfant, c'est-à-dire qu'une mère, quel est son risque de transmettre le virus à son fœtus, finalement, les risques, ils ont beaucoup évolué. Et si on prend le risque qu'on va appeler natif d'une patiente sans aucun traitement, le risque, d'abord, il est surtout important en fin de grossesse et au moment de l'accouchement. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir cette transmission au moment de l'accouchement, pendant assez longtemps, il a été préconisé de faire une césarienne de façon systématique à toutes les patientes porteuses du VIH pour avoir un effet de protection sur le nouveau-né. Dans les années 90, on ne leur disait pas d'enfants. Il y a un tiers de risque que l'enfant soit contaminé, donc n'ayez pas d'enfants. Alors qu'aujourd'hui, les femmes qui se contaminent, on leur dit, vous pourrez avoir des enfants. Donc notre discours, il a changé. Avant, on les envoyait en procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, on leur dit, faites un enfant le plus naturellement possible, vous êtes traité, vous allez bien, votre partenaire est au courant de votre séropositivité, il est OK pour avoir du sexe avec vous comme ça, tout à fait naturellement. Donc ces femmes, aujourd'hui, elles reviennent dans le circuit des projets de la vie affective, de la vie sentimentale et puis aussi de la vie maternelle. Donc c'est une très très belle avancée scientifique et puis pour les femmes. Et c'est vrai qu'à 24 ans, quand la question s'est posée, quand j'ai eu une envie d'enfant, effectivement. Après, j'avais un doc qui effectivement tranchait. Je veux dire, lui, c'était hors de question. Donc, ouais, ça a été difficile. De faire une croix dessus. Si on a envie d'avoir des enfants, pour reprendre votre question, je pense qu'il faut savoir ce que l'on fait et comment on le fait. Un enfant, c'est pas un canari, c'est pas comme un poisson. Ils vont durer beaucoup moins longtemps qu'un enfant. Et donc, il faut savoir ce qu'on y met dans tout ça. Moi, c'est la question que je pose. Je me dis, est-ce qu'on a le droit de jouer à ça? Je sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse. J'ai ma réponse personnelle qui me dit non. Mais je ne dis pas que ça doit être la réponse des autres. Moi, ma réponse est non. Je n'ai pas le droit. Et pourtant, j'aurais aimé avoir un fils. La plus belle révolution, c'est de dire, vous êtes séropositif, mais vous pouvez avoir des enfants, une vie de famille, tout va bien se passer, et voilà, et l'histoire continue. Je m'appelle Arlette, j'ai 43 ans et je suis maman et grand-mère. J'ai le VIH depuis 7 ans. Je l'ai eu à l'hôpital après l'accouchement de mon 3e enfant. J'ai toujours eu de l'anémie et après l'accouchement, je me suis retrouvée proche de la mort. Il me fallait une transfusion sanguine. Les gens donnent leur sang comme ils donnent des fringues dans mon pays. Il n'y a aucune analyse de fait sur le sang en question. Du coup, ma tante ne voulait pas qu'on me la fasse. Mais c'était ça ou la mort et j'ai été contaminée par le sida. J'ai jamais caché ma séropositivité à personne, ce qui m'a valu la fuite de certains hommes que j'ai rencontrés. Déjà qu'une femme avec des enfants, ça fait fuir, le VIH encore plus, et moi, j'avais les deux. Et puis, j'ai rencontré mon actuel conjoint. On s'aime plus que tout, et on va se marier en avril prochain. On essaye d'avoir un bébé, mais c'est un peu compliqué. Pas à cause du VIH, plutôt de mon âge. On a des rapports non protégés, et il fait des analyses tous les 3 mois. Je pense que le plus important, c'est la confiance envers son partenaire. Moi, je lui ai avoué ma maladie, et lui, il a fait le test. On va avoir recours à la PMA. Il nous faut un petit enfant pour nos vieux jours. Il faut rechercher les 30 000 personnes séropositives parce que si on arrive à trouver ces 30 000 personnes séropositives, c'est la fin de l'épidémie parce qu'on traitera ces 30 000 personnes et elles ne contamineront plus et on verra peut-être la fin de l'épidémie. Aujourd'hui, la personne séropositive, elle va bien, elle est en bonne santé, ça ne se voit absolument pas sur son visage qu'elle est séropositive. Elle a un traitement à prendre, une contrainte d'un traitement à prendre tous les jours, mais il y a plein de maladies où il faut prendre des traitements tous les jours. Et donc, elle a une espérance de vie qui soit, aujourd'hui, qui se voit s'allonger
et elles peuvent faire des projets. Non, ils peuvent avoir une sexualité tout à fait normale s'ils savent que leur charge virale est indétectable, il n'y a pas de risque de contamination. Les médecins arrivent à le dire maintenant à leurs patients, ça a été un petit peu long puisque les premiers travaux c'est quand même 2008 et ça a mis 5-6 ans à ce qu'ils acceptent de le dire, mais pas de contraintes spécifiques et pas d'effet du virus ni des traitements spécifiques sur la sexualité. En France, plus de 95% des personnes séropositives sont traitées et dans celles-ci, plus de 95% ont d'excellents résultats virologiques dorénavant. Donc les personnes qui sont dans cette situation ont une espérance de vie normale, par exemple. On ne peut toujours pas en parler. C'est pas quelque chose. Alors il y a des gens qui arrivent à le faire, qui s'exposent, qui le font, qui communiquent, qui font des interventions. Je trouve ça fabuleux. Il y a quand même de la vie derrière. Donc c'est une maladie qu'on peut tout à fait apprivoiser et vivre avec, quoi. Mais il faut prendre les mesures nécessaires. C'est de l'espoir qu'il faut donner. Cette maladie est mortelle, elle tue encore, elle tuera encore, mais il faut avant tout dire qu'il y a une ligne de vie dans tout ça. Un espoir et un message d'amour. L'amour, c'est quelque chose de tellement beau que de se priver de l'amour, ça serait une erreur fondamentale. Il faut vivre l'amour en sachant de se protéger, mais de protéger l'autre. Je pense que c'est ce qu'on peut donner le plus beau. C'est l'amour. C'est pas autre chose. Pourquoi s'en priver? J'ai jamais eu peur de moi. Bien au contraire. J'ai jamais été fier de moi, mais j'ai jamais eu peur de moi.